Le jour de mon second mariage, pendant que tous levaient leurs verres à mon bonheur, j'observais les 3 enfants d'Alexandre converser dans le coin du salon avec un avocat que je n'avais jamais vu auparavant. Ils me souriaient, mais leurs yeux parcouraient chaque détail de la propriété comme on évalue un bien immobilier mis en vente. À cet instant précis, j'ai compris que j'avais pris la décision la plus judicieuse de mon existence, ne révéler à personne que tout ceci m'appartenait. Chaque hectare de vignoble, chaque bouteille conservée dans la cave centenaire, chaque pierre de cette demeure qui respirait l'histoire, tout appartenait exclusivement à moi, Martine Fournier, et jamais il ne pourrait l'imaginer. J'ai 62 ans et j'ai passé la majeure partie de cette vie à apprendre des leçons amères sur la confiance. Je suis née ici, en Bourgogne, fille unique d'une famille qui cultivait la vigne depuis le 19e siècle. Mon père était un homme austère, de peu de mots, qui m'a enseigné dès mon plus jeune âge que la terre ne pardonne ni l'incompétence ni l'ingratitude. Lorsqu'il est décédé il y a 15 ans, il m'a laissé le domaine Fournier en héritage dans son intégralité, avec une seule recommandation inscrite dans son testament. Protège ceci comme tu protégerais ton âme. Car il existe des personnes qui chercheront à t'arracher ce que des générations ont mis une vie à construire. À l'époque, j'avais trouvé cela exagéré. Aujourd'hui, je relis ces mots comme on déchiffre une prophétie. Mon premier mariage fut long, vide et ponctué de trahisons que je feignais de ne pas voir. Philippe, mon ex-mari, était charmant, éloquent et totalement incapable d'honorer le moindre engagement qui exigeait davantage que des apparences. Durant 28 années, j'ai maintenu le vignoble en activité pendant qu'il dilapidait l'argent dans des restaurants dispendieux, des voyages avec ses maîtresses et des investissements désastreux que je devais couvrir pour éviter les scandales. Quand j'ai finalement demandé le divorce, il a tenté de faire valoir qu'il avait droit à la moitié de la propriété. Heureusement pour moi, mon père, méfiant depuis toujours, avait fait enregistrer le domaine à mon nom avant même le mariage, avec des clauses blindées par des notaires et des avocats compétents. Philippe est reparti les mains vides, furieux, et je ne l'ai plus jamais revu. À partir de ce jour-là, je me suis juré que jamais je ne permettrais à quiconque de s'approcher de ce qui m'appartenait par intérêt. Pendant des années, j'ai vécu seul. La propriété fonctionnait parfaitement sous ma gestion et celle de Lucienne Marot, mon œnologue de confiance, une femme d'une 50aine d'années qui connaissait chaque fût comme s'il s'agissait de son propre enfant. Anselme Roche, l'administrateur, s'occupait des finances avec une précision chirurgicale. Nos bouteilles étaient recherchées par des collectionneurs à Paris, Lyon et même hors de France. Tout se déroulait bien, mais je dois avouer que la solitude pesait parfois. Non pas la solitude physique, mais cette sensation que la vie passait et que je ne faisais qu'administrer, sans vraiment ressentir. C'est alors que j'ai rencontré Alexandre Delorme, lors d'une exposition de vin à Beaune. Il était veuf, élégant, d'une conversation agréable et au regard bienveillant. Il m'a raconté qu'il avait perdu son épouse 4 ans auparavant et qu'il tentait de reconstruire sa vie petit à petit. Contrairement à Philippe, Alexandre semblait sincèrement intéressé par moi, non par ce que je possédais. Nos rencontres étaient paisibles, remplies de conversations sur la littérature, la musique, les voyages. Il n'a jamais directement posé de questions sur ma situation financière, n'a jamais voulu connaître les détails concernant le vignoble. Il disait simplement qu'il admirait mon indépendance. Après 1 an de fréquentation, il m'a demandé en mariage. J'ai accepté, mais avec une condition interne que je n'ai jamais révélée. Personne ne saurait que le domaine Fournier m'appartenait. Quand Alexandre m'a présenté ses enfants, j'ai immédiatement perçu le problème. Oriane Delorme, l'aînée, était avocate à Lyon, une femme de 42 ans, impeccablement vêtue, qui parlait peu mais observait tout avec une attention presque prédatrice. Félix Delorme, le cadet, était homme d'affaires, parlant constamment d'entreprises qui ne fonctionnaient jamais, sollicitant toujours des conseils financiers qui ressemblaient davantage à des demandes voilées d'aide. Et Gaël, le Benjamin, était bien trop silencieux, passif, comme s'il avait renoncé à avoir sa propre opinion et se contentait d'acquiescer à tout ce que ses frères et sœurs décidaient. Aucun d'eux n'a manifesté d'affection sincère envers leur père. Lorsqu'ils m'ont salué, leurs regards ont parcouru mes vêtements, mes bijoux, puis se sont tournés vers la propriété en arrière-plan. Oriane a demandé, avec un sourire poli, «
Cette maison est ravissante, Martine. Elle vous appartient ? J'ai répondu avec le mensonge que j'avais préparé. Pas exactement. Elle appartient à un cousin éloigné qui me permet d'y vivre pendant que je m'occupe des vignobles pour lui. Il vit à l'étranger et apparaît rarement. La réponse sembla les décevoir un instant, mais Félix enchaîna rapidement. Quoi qu'il en soit, ce doit être merveilleux de vivre dans un endroit pareil. Je parie que cela vaut une fortune. J'ai souri, mais je n'ai pas répondu. Le mariage fut discret, uniquement des amis proches et les enfants d'Alexandre. La cérémonie s'est déroulée dans la petite église de Pommard, suivie d'un déjeuner sur la propriété. Lucienne et Anselme avaient tout préparé à la perfection, servant nos meilleurs vins, ceux que nous réservions pour les occasions spéciales. Durant le toast, j'ai observé Oriane conversant à voix basse avec Félix et Gaël, tous trois lançant des regards furtifs aux alentours. Ensuite, j'ai vu Oriane s'éloigner avec un homme en costume sombre qui ne figurait pas sur la liste des invités. J'ai discrètement demandé à Anselme qui était cet homme. Il a froncé les sourcils. « Je n'ai jamais vu cet homme auparavant, Madame Fournier. Il ressemble à un avocat. » J'ai ressenti un frisson, mais j'ai gardé ma contenance. Les premiers mois, Alexandre et moi avons bien vécu. Il était attentionné, respectueux, jamais intrusif. Mais les enfants ont commencé à venir fréquemment. Oriane venait simplement pour lui rendre visite, mais finissait toujours par parcourir la maison, posant des questions sur la structure, les coûts, la production. Félix suggérait que le vignoble pourrait être optimisé, que vendre une partie des terres pourrait générer un bon profit. Gaël se contentait d'acquiescer, répétant que ce serait bien pour tout le monde. Alexandre, le pauvre, semblait ne pas percevoir le jeu, ou feignait de ne pas le percevoir, ce qui était peut-être pire. Un après-midi, j'ai trouvé Oriane dans la cave, feuilletant d'anciens documents sans en avoir demandé la permission. Quand elle m'a vue, elle a souri. « Désolée, Martine, j'étais juste curieuse. Ces registres sont fascinants. Êtes-vous certaine que tout ceci est au nom de votre cousin ?» Mon cœur s'est glacé, mais j'ai répondu calmement, absolument certaine. Elle a acquiescé, mais son regard disait clairement qu'elle ne me croyait pas. Ce soir-là, j'ai raconté à Anselme ce qui s'était passé. Il a suggéré que nous vérifions tout à nouveau, en nous assurant que les documents étaient protégés. Nous l'avons fait immédiatement. Les choses ont empiré rapidement. Oriane a commencé à amener des avocats pour des réunions informelles avec Alexandre, toujours en mon absence. Félix faisait pression sur son père pour qu'il me convainque de vendre la propriété. Gaël, silencieux comme toujours, se contentait d'observer. Alexandre, sous pression, a commencé à me poser des questions inconfortables. « Martine, es-tu certaine que ton cousin ne souhaiterait pas vendre ? Avec la valeur de ces terres, nous pourrions tous vivre très confortablement. » J'ai compris qu'ils empoisonnaient son esprit, plantant des idées, créant des scénarios. Et Alexandre, vulnérable après la perte de sa première épouse, se laissait manipuler sans s'en rendre compte. C'est alors que j'ai découvert le document. Il était dans le tiroir du bureau qu'Alexandre utilisait, dissimulé parmi de vieux papiers. C'était une requête judiciaire, rédigée par Oriane, demandant ma mise sous tutelle pour fragilité mentale et incapacité à gérer des biens de valeur. La procédure n'avait pas encore été déposée, mais elle était prête, signée par les 3 enfants. L'allégation était grotesque. Il prétendait que je souffrais de confusion mentale, que je prenais de mauvaises décisions, que j'avais besoin d'un tuteur légal. Et le tuteur suggéré était évidemment Oriane. L'objectif était clair. S'il parvenait à me faire interdire, il prendrait le contrôle de tout ce qu'il pensait m'appartenir. J'ai tremblé en lisant cela, mais quelque chose en moi s'est transformé. La tristesse a cédé place à la froideur, à la détermination. Il voulait la guerre, et j'avais des munitions qu'il ne soupçonnait même pas. J'ai immédiatement contacté Lucienne et Anselme. Je leur ai montré le document. Lucienne a pâli. « Madame, c'est monstrueux, nous devons agir. » Anselme a acquiescé. Ils ignorent qui est la véritable propriétaire. Quand ils le découvriront, il sera trop tard. Nous avons passé des semaines à rassembler des preuves. Des enregistrements de conversations où Oriane faisait pression sur Alexandre.
Des témoignages d'employés qui avaient été témoins des manipulations, des documents bancaires montrant les dettes de Félix, mes rapports médicaux attestant d'une parfaite santé mentale et, bien sûr, l'acte de propriété du domaine, blindé, intouchable, à mon nom depuis avant le mariage. Pendant ce temps, j'ai feint la normalité. Je souriais, servais le vin, recevais les Delorme avec courtoisie. Oriane a intensifié ses visites, amenant davantage d'avocats, davantage de documents. Félix a commencé à parler ouvertement de vendre le vignoble, comme s'il lui appartenait déjà. Gaël se contentait d'acquiescer. Et Alexandre, pauvre Alexandre, oscillait entre la culpabilité et la pression de ses enfants. Un soir, il m'a dit « Martine, il s'inquiète pour toi. Il pense que tu ne vas pas bien. » Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai répondu « Alexandre, je vais parfaitement bien, mais je te remercie de l'inquiétude. » Il a semblé confus mais n'a pas insisté. Finalement, ils ont fixé le jour. Oriane a envoyé un message courtois. « Martine, nous aimerions avoir une conversation importante avec vous. Serait-il possible de nous recevoir mardi prochain ?» J'ai répondu par l'affirmative, sachant exactement ce qui allait se passer. J'ai prévenu Lucienne et Anselme, j'ai tout préparé. Quand le mardi est arrivé, ils sont entrés dans le salon avec 2 avocats, des dossiers remplis de papiers, des expressions graves. Alexandre était visiblement mal à l'aise, mais il accompagnait ses enfants. Oriane a commencé avec sa voix professionnelle, presque bienveillante. « Martine, nous savons que vous êtes une femme forte, mais nous devons aborder un sujet délicat. Nous avons remarqué des signes indiquant que vous pourriez éprouver des difficultés à gérer des questions complexes. Nous avons préparé une solution qui vous protégera, vous et nous tous. » Félix a ajouté « C'est pour votre bien, Martine, et pour le bien de papa aussi. » Je les ai laissés parler, chaque mot, chaque faux argument, chaque tentative de paraître préoccupé. Quand ils ont terminé, j'ai souri. C'était un sourire tranquille, presque doux. Puis j'ai demandé à Anselme d'apporter les documents que j'avais préparés. Il est entré avec un dossier volumineux et l'a posé sur la table. Je l'ai ouvert lentement et j'ai commencé. Avant de continuer, je dois clarifier quelque chose qui semble avoir généré une certaine confusion. Oriane a froncé les sourcils. J'ai poursuivi. Le domaine Fournier n'appartient à aucun cousin éloigné. Il n'a jamais appartenu à personne d'autre. Cette propriété, chaque hectare de terre, chaque bouteille de cette cave est enregistrée à mon nom depuis 1999 lorsque j'ai hérité de mon père. Elle est protégée par des clauses de séparation totale des biens enregistrées avant mon mariage avec Alexandre. Aucun membre de la famille, par alliance ou par le sang, n'a le moindre droit sur elle. Le silence qui a suivi fut absolu. Oriane a pâli. Félix a ouvert la bouche, mais n'a pas réussi à parler. Gaël a regardé ses frères et sœurs, confus. Alexandre semblait abasourdi. J'ai continué, ma voix ferme. J'ai également pris connaissance d'un document que vous avez préparé, demandant ma mise sous tutelle. Heureusement, mes avocats ont déjà fourni des certificats médicaux, des témoignages et des preuves suffisantes pour réfuter toute allégation de ce type. De plus, je dispose d'enregistrements de plusieurs conversations où les tentatives de manipulation et de pression sont évidentes. Oriane a tenté de réagir. « Martine, c'est un malentendu. » J'ai levé la main pour l'interrompre. Ce n'en est pas un, et vous le savez parfaitement. J'ai pris un autre document et l'ai tendu vers elle. Ceci est une notification formelle, rédigée par mes avocats, informant que toute tentative future de contestation concernant cette propriété recevra une réponse judiciaire. Vous n'avez aucun droit ici. Vous n'en avez jamais eu. Félix s'est levé, furieux. Vous nous avez trompés. Vous avez feint d'être modeste. Vous avez feint de ne rien avoir. Je l'ai regardé avec froideur. Je n'ai jamais prétendu ne rien avoir. Vous avez présumé. Et vous avez fondé vos plans sur cette présomption. Gaël, trouvant finalement sa voix, a murmuré « Mais... et papa ?» Je me suis tournée vers Alexandre, qui était pâle, me regardant comme s'il me voyait pour la première fois. Ma voix s'est adoucie légèrement. « Alexandre, tu es mon mari, et tu seras toujours le bienvenu ici. Mais tes enfants ne le sont pas après cela. » Oriane, se ressaisissant, a tenté une dernière manœuvre. « Vous ne pouvez pas nous expulser ainsi.
Nous avons des droits. J'ai souri à nouveau, mais cette fois sans chaleur. Non, vous n'en avez pas. Ceci est ma maison, et vous ne serez plus jamais les bienvenus ici. Les avocats d'Oriane ont examiné les documents que j'avais présentés, se sont murmurés quelques mots entre eux et, discrètement, ont commencé à ranger leur dossier. Ils savaient qu'il n'y avait rien à faire. Oriane l'a compris et, tentant de préserver sa dignité, s'est levée. Nous partons. Félix et Gaël l'ont suivi, tous évitant mon regard. À la porte, Oriane s'est retournée une dernière fois. « Vous allez le regretter. » Ma réponse fut calme, mais tranchante. Le regret, Oriane, est quelque chose que l'on ressent uniquement quand on échoue à protéger ce qui nous appartient. Je n'ai pas échoué. Quand ils sont partis, Alexandre est resté assis, le visage entre les mains. Je me suis approchée de lui, et pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti de la pitié. Je me suis assise à ses côtés et j'ai dit doucement « Alexandre, je n'ai pas fait cela pour te blesser. Je l'ai fait pour me protéger. Parce que j'ai appris, de la manière la plus douloureuse qui soit, qu'on ne peut pas toujours faire confiance à ceux qu'on aime. » Il a levé le visage, les yeux rougis. « Tu aurais dû me le dire. » J'ai acquiescé. « Peut-être. Mais si je te l'avais dit, tu l'aurais partagé avec eux. Et nous serions dans cette situation bien plus tôt. » Il n'a pas répondu, car il savait que c'était vrai. Les jours suivants, Alexandre a oscillé entre la colère et la tristesse. Il a tenté de me convaincre de reconsidérer, de donner une chance à ses enfants. Mais je suis restée ferme. Ils avaient franchi une ligne qui ne pouvait être effacée. Oriane a tenté de me contacter à plusieurs reprises, mais je n'ai pas répondu. Félix a envoyé des messages accusateurs que j'ai supprimés sans les lire. Gaël, le pauvre, a simplement disparu, comme il le faisait toujours quand les problèmes surgissaient. Et ainsi, la vie a repris son cours. Le domaine Fournier a continué de produire ses bouteilles rares. Lucienne et Anselme ont poursuivi leur travail avec dévouement. Je suis retournée me promener dans les vignobles à l'aube, sentant le poids des vignes, l'odeur de la terre humide, le goût de la liberté qu'il avait fallu tant de batailles pour conquérir. Alexandre vivait toujours ici, mais quelque chose entre nous avait irrémédiablement changé. Il avait compris, trop tard, que ses enfants ne s'étaient jamais vraiment souciés de lui, autant qu'ils s'étaient souciés de ce qu'il pouvait leur offrir. Il y a des nuits où je me demande si j'ai fait ce qu'il fallait, si j'aurais dû être plus transparente, plus confiante. Mais alors, je me souviens du regard d'Oriane parcourant la cave comme on évalue une marchandise. Je me souviens de Félix parlant de tout vendre. Je me souviens du document demandant ma mise sous tutelle. Et je sais que je n'avais pas le choix. J'ai protégé ce qui m'appartenait, ce que mon père et mon grand-père avaient construit avec sueur et sacrifice. J'ai protégé ma dignité, ma liberté, mon âme. Aujourd'hui, alors que je savoure un verre de notre meilleur pinot noir, observant le coucher de soleil teinter les vignobles de doré, je sais que j'ai pris la bonne décision. Parce que j'ai appris que le caractère ne fermente pas avec le temps. Ce qui est pourri dès le début ne fait que s'aigrir. Et j'ai choisi de préserver ce qui était encore doux, vrai, mien. Si vous êtes arrivé jusqu'ici avec moi, merci de m'avoir écouté. Je sais que mon histoire a peut-être touché quelque chose en vous, peut-être un souvenir, un écho de quelque chose que vous avez vécu ou connu. Si c'est le cas, laissez un commentaire pour me dire d'où vous m'écoutez, quelle est votre histoire. Et si ce récit vous a fait ressentir quelque chose, s'il vous a fait réfléchir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne, parce que des histoires comme la mienne doivent être racontées, partagées, mémorisées, pour que d'autres femmes sachent qu'il n'est jamais trop tard pour protéger ce qui nous appartient. Mais cette histoire n'est pas encore terminée. Parce que ce que les Delorme ont fait ensuite, lorsqu'ils ont réalisé qu'ils avaient tout perdu, fut encore plus surprenant. Et ce qu'Alexandre a choisi, au final, a tout changé entre nous de manière que je n'aurais jamais pu prévoir. Les semaines qui suivirent cette confrontation ressemblèrent à une guerre froide menée dans le silence d'une maison trop grande. Alexandre se déplaçait comme une ombre, évitant mon regard, murmurant des politesses creuses au repas que nous prenions encore ensemble par habitude plus que par choix. Je le voyais souffrir, déchiré entre la loyauté envers ses enfants et la conscience douloureuse qu'il l'avait utilisé comme pion dans leur stratégie cupide. Certaines nuits, je l'entendais téléphoner à Oriane depuis le bureau,
sa voix oscillant entre la supplication et la colère contenue. Il tentait de les convaincre de s'excuser, de reconnaître leur tort, mais je savais que c'était peine perdue. Les Delorme n'étaient pas du genre à admettre leurs erreurs, surtout quand celles-ci leur coûtaient une fortune qu'ils n'avaient jamais possédée. Lucienne remarqua la tension lors d'une de nos réunions matinales à la cave. Elle me servit un café et s'assit en face de moi, son regard franc posé sur le mien. « Madame Fournier, vous allez bien ?» Je haussai les épaules, tentant de minimiser « Je vais gérer, Lucienne. J'ai connu pire. » Elle secoua la tête. « Avec tout le respect que je vous dois, ce n'est pas vrai. Philippe était un parasite, mais au moins, il était seul. Là, vous avez 3 personnes déterminées à vous détruire et un mari qui ne sait plus où se situer. C'est différent. » Elle avait raison, évidemment. J'avalais mon café en silence, sentant le poids de cette vérité peser sur mes épaules comme un manteau de plomb. Ce fut Anselme qui me rapporta la première information inquiétante. Un matin de novembre, alors que le brouillard épais enveloppait les vignes d'un voile gris et humide, il frappa à la porte de mon bureau avec une expression grave. « Madame, j'ai appris quelque chose qui pourrait vous intéresser. Félix a contacté plusieurs agents immobiliers de la région. Il leur a dit qu'une propriété viticole allait bientôt être mise en vente et qu'il cherche des acheteurs potentiels. Mon sang ne fit qu'un tour. Comment ose-t-il? Il n'a aucun droit. » Anselme leva une main apaisante. « Je sais, madame, mais il semble qu'il répande des rumeurs selon lesquelles vous seriez en difficulté financière et contrainte de vendre. » Certains agents ont déjà commencé à poser des questions. Je me levai brusquement, la colère montant en moi comme une marée. Il essaie de saboter la réputation du domaine. Si les acheteurs pensent que nous sommes en difficulté, la valeur de nos vins va chuter. Anselme acquiesça gravement. Exactement. Et ce n'est pas tout. Oriane a contacté le notaire qui a rédigé les documents de séparation de biens avant votre mariage avec Alexandre. Elle cherche des failles, des erreurs de procédure, n'importe quoi qui pourrait lui donner un angle d'attaque. Je sentis un frisson glacé parcourir ma colonne vertébrale. Il ne renonçait pas. Au contraire, il redoublait d'efforts, cherchant la moindre faiblesse dans mon armure juridique. Prévenez nos avocats immédiatement, Anselme. Je veux qu'ils vérifient chaque virgule de chaque document. Aucune erreur ne doit subsister. Il hocha la tête et quitta la pièce, me laissant seule avec mes pensées tumultueuses. Ce soir-là, je décidai d'affronter Alexandre. Je le trouvai dans le salon, un verre de cognac à la main, fixant les flammes dans la cheminée comme si elles contenaient des réponses à des questions qu'il n'osait pas formuler. Je m'assis en face de lui et attendis qu'il lève les yeux vers moi. Lorsqu'il le fit enfin, son regard était empreint d'une tristesse si profonde que j'eus presque pitié. « Alexandre, il faut qu'on parle. » Il soupira, un son long et las. « Je sais ce qu'ils font, Martine. Félix m'a appelé ce matin. Il m'a dit que tu allais nous ruiner tous, que tu étais égoïste, que tu refusais de partager ce que tu as. » Je sentis la moutarde me monter au nez. Partager. « Alexandre, il voulait me faire interdire. Il voulait prendre ce qui est à moi en prétendant que je suis folle. Et tu oses parler de partage ?» Il détourna le regard, incapable de soutenir mon accusation. « Je sais qu'ils ont mal agi. Mais ce sont mes enfants, Martine. Je ne peux pas les abandonner. » Ma voix se durcit. « Et moi, je ne suis rien? Ta femme, celle que tu as juré d'aimer et de protéger, elle ne compte pas ?» Il se leva brusquement, renversant presque son verre. « Tu m'as menti. Depuis le début, tu m'as menti. Tu m'as laissé croire que tu n'étais qu'une simple gestionnaire, que cette propriété appartenait à quelqu'un d'autre. Comment veux-tu que je te fasse confiance maintenant ?» Je me levai à mon tour, ma voix tremblant de colère et de douleur. « Je ne t'ai pas menti, Alexandre. Je t'ai protégé. Parce que j'avais déjà tout perdu une fois à cause de la confiance aveugle. Philippe m'a saigné pendant des années et j'ai juré que ça n'arriverait plus jamais. Alors oui, j'ai gardé mon secret. Et tu sais quoi? J'ai eu raison. Parce que regarde où nous en sommes maintenant. » Le silence qui suivit était lourd, chargé de tous les non-dits, de toutes les blessures accumulées. Alexandre finit par se rasseoir, ses épaules affaissées, vaincu. « Qu'est-ce qu'on fait alors? On continue comme ça, à vivre sous le même toit en s'évitant ?» Je m'assis également, épuisé. « Je ne sais pas, Alexandre.
Tout ce que je sais, c'est que tes enfants essaient activement de me détruire. Et tant qu'ils continueront, je ne pourrai pas te faire confiance. Parce que tu es leur père, et tôt ou tard, tu choisiras leur camp. C'est dans l'ordre des choses. » Il voulut protester, mais les mots moururent sur ses lèvres, parce qu'il savait que j'avais raison. Les jours passèrent, lourds et mornes comme le ciel de décembre qui pesait sur la Bourgogne. Les vignes étaient nues, dépouillées de leurs feuilles, squelettes noirs se découpant contre l'horizon gris. Lucienne et Anselme continuaient leur travail avec dévouement, mais je voyais bien qu'ils s'inquiétaient pour moi. Un matin, alors que je supervisais l'étiquetage d'une nouvelle cuvée, Lucienne me prit à part. « Madame, je dois vous dire quelque chose. Hier, un homme est venu ici en se faisant passer pour un acheteur potentiel. Il posait beaucoup de questions sur votre santé, votre état mental, si vous aviez des difficultés à gérer le domaine. J'ai trouvé ça bizarre, alors j'ai appelé Anselme. Nous pensons qu'il a été envoyé par Oriane. Mon estomac se serra. Pourquoi faire ? Lucienne hésita. Pour collecter des témoignages. Si elle veut relancer la procédure d'interdiction, elle aura besoin de preuves, même fabriquées. Cet homme essayait de nous faire dire des choses compromettantes. Je sentis la colère monter à nouveau, mais cette fois, elle était différente. Plus froide, plus calculée. Qu'avez-vous répondu ? Lucienne sourit légèrement. Que vous êtes la femme la plus compétente et lucide que nous ayons jamais rencontrée. Et que si quelqu'un essayait de prétendre le contraire, nous témoignerions en votre faveur sans hésitation. Je posai ma main sur son bras. Merci, Lucienne, pour tout. Elle hocha la tête. Vous nous avez toujours traités avec respect et dignité, madame. C'est la moindre des choses. Mais les Delorme n'abandonnèrent pas. Quelques jours plus tard, je reçus une convocation à comparaître devant un juge. Oriane avait effectivement relancé la procédure d'interdiction, cette fois avec de nouveaux témoignages qu'elle avait manifestement fabriqués ou extorqués. Je contactai immédiatement mes avocats, qui me rassurèrent. « Madame Fournier, ces témoignages sont fragiles. Nous avons des preuves de votre parfaite santé mentale, des attestations de médecins, de notaires, de collaborateurs. Elle n'a aucune chance de gagner. » Pourtant, je ne pouvais m'empêcher de me sentir trahi, non seulement par les Delorme, mais aussi par Alexandre, qui, malgré tout, continuait à défendre ses enfants. La veille de l'audience, Alexandre vint me voir dans mon bureau. Il avait l'air épuisé, vieilli de 10 ans en quelques semaines. « Martine, je t'en supplie, laisse-moi arranger les choses. Je vais parler à Oriane, lui faire comprendre qu'elle doit renoncer. Je ne veux pas que tu aies à passer par ça. » Je le regardais longuement, cherchant dans ses yeux une once de sincérité. « Alexandre, tu as eu des semaines pour parler à tes enfants. Tu ne l'as pas fait. Pourquoi maintenant ?» Il baissa la tête. « Parce que je réalise enfin ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils te font, et je ne peux plus fermer les yeux. » Je voulus le croire. Une partie de moi voulait désespérément croire qu'il était sincère. Mais l'autre partie, celle qui avait survécu à Philippe, celle qui avait construit des murs impénétrables autour de son cœur, refusait de céder. « Très bien, Alexandre, parle à Oriane. Mais je ne retire pas ma plainte pour diffamation, ni mon refus de les voir remettre les pieds ici. » Le lendemain, je me présentai au tribunal avec mes avocats. Oriane était là, accompagnée de son propre conseil, le visage impassible, mais les yeux brillants d'une détermination froide. Félix et Gaël étaient également présents, assis au fond de la salle. Alexandre, lui, était absent. Je ne savais pas s'il avait parlé à Oriane ou s'il avait tout simplement choisi de ne pas venir. L'audience fut brève. Mes avocats présentèrent les preuves de ma santé mentale, les témoignages de Lucienne, Anselme, de mes médecins, de mes partenaires commerciaux. Face à cela, les témoignages d'Oriane s'effondrèrent comme un château de cartes. Le juge, une femme d'une 50aine d'années, au regard perçant, écouta attentivement puis rendit son verdict. Demande rejetée. Aucune preuve crédible de fragilité mentale n'a été apportée. De plus, je constate des tentatives manifestes de manipulation et de fabrication de preuves. Madame Delorme, je vous conseille vivement de cesser ces démarches sous peine de poursuite pour harcèlement judiciaire. Oriane pâlit, mais ne dit rien. Félix et Gaël échangèrent un regard consterné. J'eus envie de savourer cette victoire, mais je me contentais de hocher la tête et de quitter la salle.
En rentrant au domaine, je trouvais Alexandre assis sur le perron, la tête entre les mains. Je m'arrêtais devant lui, attendant qu'il parle. Finalement, il leva les yeux vers moi. J'ai essayé, Martine. J'ai vraiment essayé de leur parler. Mais Oriane ne veut rien entendre. Elle dit que tu l'as humiliée, que tu leur as volé ce qui leur revenait de droit. Elle est aveuglée par la colère. Je hochai la tête. Je sais, Alexandre. Et toi, tu es aveuglé par l'amour que tu leur portes. Mais moi, je ne peux plus vivre comme ça. Je ne peux plus vivre dans la peur qu'ils reviennent, qu'ils trouvent une nouvelle stratégie pour me détruire. Il se leva, désespéré. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ce sont mes enfants. » Ma voix était calme, mais inflexible. « Je veux que tu fasses un choix, Alexandre, eux ou moi, parce que tu ne peux pas avoir les deux. » Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Alexandre me regarda, les yeux embués de larmes. Puis il détourna le regard. « Je ne peux pas choisir, Martine. Je ne peux pas. » Je sentis mon cœur se serrer, mais je hochai la tête. « Alors tu viens de faire ton choix. » Je passai devant lui et entrai dans la maison, fermant doucement la porte derrière moi. Cette nuit-là, je pleurais pour la première fois depuis des mois. Pas de rage, pas de frustration, mais de tristesse. Tristesse pour ce mariage qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Tristesse pour cet homme faible qui n'avait jamais su protéger ce qui comptait vraiment. Tristesse pour moi, qui avait cru, l'espace d'un instant, pouvoir encore faire confiance. Les semaines qui suivirent furent étranges. Alexandre continuait à vivre au domaine, mais nous ne nous parlions presque plus. Il prenait ses repas seul, passait ses journées à marcher dans les vignes ou enfermé dans son bureau. Je me concentrais sur le travail, sur les vendanges qui approchaient, sur les nouvelles cuvées que Lucienne préparait. La vie continuait, mécanique, vidée de toute émotion. Puis, un matin de janvier, Alexandre vint me voir avec une valise à la main. « Je pars, Martine. Je vais vivre chez Oriane pendant quelque temps. J'ai besoin de réfléchir, de comprendre comment nous en sommes arrivés là. » Je ne dis rien. Que pouvais-je dire? Il ajouta, la voix tremblante, « Je ne sais pas si je reviendrai. » Je hochai simplement la tête, et il partit. Après son départ, le domaine retrouva un calme étrange, presque pesant. Lucienne et Anselme continuèrent à travailler avec la même efficacité, mais je sentais qu'ils s'inquiétaient pour moi. Un soir, alors que nous dégustions la nouvelle cuvée dans la cave, Lucienne me dit doucement, « Madame, vous avez fait ce qu'il fallait. Vous avez protégé ce qui était à vous. Ne laissez personne vous faire croire le contraire. » Je levai mon verre vers elle. « Merci, Lucienne, mais parfois, je me demande si le prix à payer n'était pas trop élevé. » Elle sourit tristement. « Le prix de la liberté est toujours élevé, madame, mais c'est un prix qui vaut la peine d'être payé. » Les mois passèrent. Alexandre ne revint pas. Je reçus une lettre de lui, quelques semaines plus tard, m'informant qu'il souhaitait divorcer. Il ne demandait rien, ne réclamait rien. Il voulait simplement partir. Je signai les papiers sans hésitation. Notre mariage avait été une erreur, une tentative désespérée de ma part de retrouver un semblant de normalité, de connexion humaine. Mais j'avais appris, une fois de plus, que certaines personnes ne méritent pas notre confiance. Que parfois, la solitude est préférable à la compagnie toxique. Le printemps arriva, apportant avec lui le renouveau des vignes, les bourgeons éclatant en feuilles d'un vert tendre. Je marchais parmi les rangs, respirant l'air frais et humide, sentant la terre réveillée sous mes pieds. Le domaine Fournier était toujours debout, toujours fort, toujours mien. Et moi, Martine Fournier, j'étais toujours là, plus sage, plus endurcie, mais aussi plus libre que jamais. Les Delors m'avaient essayé de me briser, de me voler ce que j'avais passé une vie à protéger. Mais ils avaient échoué. Et j'étais encore là, témoin silencieux de leur défaite. Pourtant, cette histoire n'était pas tout à fait terminée. Parce qu'un matin d'avril, alors que je supervisais la taille des vignes, un visiteur inattendu se présenta aux portes du domaine. Un visiteur qui allait changer, une dernière fois, le cours de mon existence. Le visiteur arriva par un matin brumeux d'avril, alors que les vignes commençaient à peine à reverdir après l'hiver rigoureux. Anselme vint me chercher dans la cave où je goûtais une nouvelle cuvée avec Lucienne. « Madame Fournier, il y a quelqu'un qui demande à vous voir. »
Un jeune homme. Il dit s'appeler Gaël Delorme. Mon cœur fit un bond dans ma poitrine. Gaël, le plus silencieux des trois, celui qui n'avait jamais vraiment pris parti, qui s'était contenté de suivre ses aînés comme une ombre. Faites-le entrer dans le salon, j'arrive dans un instant. Lucienne me lança un regard inquiet. Vous voulez que je reste avec vous? Je secouai la tête. Non, merci, je peux gérer. Lorsque j'entrai dans le salon, Gaël était debout près de la fenêtre, contemplant les vignes qui s'étendaient à perte de vue. Il se retourna en m'entendant entrer et je fus frappée par son apparence. Il avait maigri, ses traits étaient tirés et ses yeux portaient une tristesse que je ne lui avais jamais vue auparavant. « Madame Fournier, Merci de me recevoir. Je ne savais pas si vous accepteriez. » Je m'assis dans un fauteuil et lui fis signe de prendre place en face de moi. « Je t'écoute, Gaël. Qu'est-ce qui t'amène ici ?» Il s'assit gauchement, les mains crispées sur ses genoux. Je voulais m'excuser. Pour tout. Pour ce que mes frères et sœurs ont fait. Pour ce que moi-même j'ai laissé faire sans réagir. Je sais que ça ne change rien, mais je tenais à ce que vous le sachiez. Je le regardais longuement, cherchant dans ses yeux un signe de manipulation, de stratégie cachée. Mais tout ce que je voyais, c'était de la sincérité et du regret. Pourquoi maintenant, Gaël? Pourquoi venir me voir maintenant, après tout ce temps? Il baissa la tête. Parce que papa est malade. Il a eu un accident vasculaire cérébral il y a 3 semaines. Il est à l'hôpital. Et les médecins disent qu'il ne s'en sortira peut-être pas. Je sentis un coup au cœur. Alexandre. Malgré tout, malgré notre mariage raté, malgré sa faiblesse, je ne lui souhaitais pas de mal. Je suis désolée de l'apprendre. Comment va-t-il? Gaël releva les yeux et je vis des larmes y briller. Pas bien. Il est paralysé du côté gauche et il a du mal à parler. Mais ce n'est pas le pire. Le pire, c'est qu'Oriane et Félix refusent de le voir. Ils disent qu'il les a trahis en défendant votre cause lors du divorce. Je restais sans voix. Comment pouvaient-ils être aussi cruels? Leur propre père, malade, seul, et ils lui tournaient le dos parce qu'ils n'avaient pas pris leur parti jusqu'au bout. « Et toi, Gaël, tu le vois ?» Il hocha la tête. « Oui, tous les jours. Mais il ne parle que de vous, Madame Fournier. Il répète votre nom. Il pleure. Il regrette tellement. Et moi, je me sens coupable de ne pas avoir eu le courage de m'opposer à mes frères et sœurs quand il était encore temps. » Je sentis ma gorge se serrer. Gaël n'était pas comme les autres. Il n'avait jamais été comme eux. Il était juste faible, incapable de s'affirmer face à la force de caractère d'Oriane et à l'avidité de Félix. « Gaël, pourquoi es-tu vraiment venu me voir? Ce n'est pas juste pour t'excuser, n'est-ce pas ?» Il secoua la tête. « Non, je suis venu vous demander, de lui pardonner, de venir le voir, ne serait-ce qu'une fois. Je sais que je n'ai pas le droit de vous demander ça, après tout ce qu'on vous a fait subir. Mais papa vous aimait vraiment, madame. Il a fait des erreurs, il a été faible, mais il vous aimait. Et je pense que vous voir une dernière fois pourrait lui apporter un peu de paix. » Je fermai les yeux, submergée par un tourbillon d'émotions contradictoires. Une partie de moi voulait refuser, tourner le dos à cet homme qui n'avait pas su me protéger. Mais l'autre partie, celle qui se souvenait des bons moments, des rires partagés, des promenades dans les vignes, hésitait. « Laisse-moi réfléchir, Gaël, c'est tout ce que je peux te promettre pour l'instant. » Il hocha la tête, reconnaissant. « Merci, madame, c'est déjà beaucoup. » Il se leva pour partir, mais je le retins. « Gaël, une dernière chose. Pourquoi es-tu si différent de tes frères et sœurs ?» Il eut un sourire triste. « Parce que maman m'a appris que la gentillesse vaut plus que l'argent. Mais je n'ai jamais eu le courage de le montrer, jusqu'à maintenant. » Il quitta la pièce, me laissant seule avec mes pensées tumultueuses. Cette nuit-là, je ne pus fermer l'œil. L'image d'Alexandre, seul dans un lit d'hôpital, paralysé et abandonné par ses enfants, me hantait. Malgré tout ce qu'il m'avait fait subir, malgré sa faiblesse, il ne méritait pas ça. Personne ne méritait ça. Au petit matin, j'avais pris ma décision. Je demandai à Anselme de préparer la voiture. « Où allons-nous, madame ?» demanda-t-il, surpris. « À l'hôpital. Je vais voir Alexandre. » Il ne posa pas de questions, se contentant de hocher la tête. L'hôpital sentait le désinfectant et la maladie.
Une odeur qui me donna immédiatement envie de fuir. Je suivis les indications jusqu'à la chambre d'Alexandre, le cœur battant. Devant la porte, j'hésitais. Avais-je vraiment envie de le revoir? Avais-je vraiment envie de rouvrir cette plaie? Puis je pensais à Gaël, à son regard suppliant, et je poussai la porte. Alexandre était allongé dans le lit, pâle, amaigri, le côté gauche de son visage légèrement affaissé. Ses yeux étaient vite fermés, et un instant, je crus qu'il dormait. Mais lorsque je m'approchai, il les ouvrit lentement. En me voyant, ses yeux s'emplirent de larmes. Martine. Sa voix était faible, presque inaudible, mais je l'entendis. Je m'assis sur la chaise à côté de son lit et pris sa main droite dans la mienne. « Bonjour Alexandre. » Il serra ma main, ou du moins essaya. Pardon, tellement pardon. Je sentis mes propres larmes monter. Je sais, Alexandre, je sais. Nous restâmes ainsi un long moment, en silence, juste nos mains liées. Puis, lentement, Alexandre commença à parler. Les mots venaient difficilement, entrecoupés de pauses et de respirations laborieuses. Mais il persista. Mes enfants, monstres, aveugle, toi, raison, toujours eu raison. Je hochai la tête. Alexandre, ne te fatigue pas, tu n'as pas besoin de tout dire maintenant. Mais il secoua la tête avec force. Non, besoin, toi, savoir, faible, peur de les perdre, mais perdu de toute façon. Et toi, perdu toi aussi. Je posai ma main libre sur son visage. Je suis là, Alexandre, je suis là maintenant. Il sourit faiblement, les larmes coulant sur ses joues. Merci d'être venu. Nous parlâmes encore un peu, enfin il parla autant qu'il le pouvait, et j'écoutais. Il me raconta comment Oriane et Félix l'avaient traité après le divorce, comment ils lui avaient tourné le dos dès qu'ils avaient compris qu'il n'obtiendrait rien du domaine Fournier. Comment Gaël était le seul à être resté à ses côtés, le seul à l'avoir soutenu. Gaël, bon garçon, pas comme eux. J'acquiesçais. Je sais, il est venu me voir. C'est lui qui m'a demandé de venir. Alexandre sourit à nouveau. Bien, toi, toujours su voir les gens. Je restai encore 1 heure, puis je dus partir. Avant de franchir la porte, je me retournai une dernière fois. Alexandre, je te pardonne, pour tout. Il ferma les yeux, les larmes coulant toujours, et murmura « Merci ». Les jours suivants, je revins régulièrement à l'hôpital. Alexandre progressait lentement, mais il progressait. Gaël était toujours là, fidèle, s'occupant de son père, avec une dévotion qui me touchait profondément. Un après-midi, alors que nous étions tous les 3 dans la chambre, Gaël me dit « Madame Fournier, je voulais vous dire, je ne serai jamais comme Oriane ou Félix. Je sais que vous n'avez aucune raison de me faire confiance, mais je voulais que vous le sachiez. » Je posai ma main sur son épaule. « Je te crois, Gaël, et je te remercie de t'occuper de ton père. Ça compte beaucoup pour moi. » Il rougit légèrement, embarrassé par le compliment. Alexandre finit par sortir de l'hôpital, mais les médecins furent clairs. Il aurait besoin d'une rééducation longue et difficile, et il ne retrouverait probablement jamais toute sa mobilité. Gaël me demanda si je connaissais un bon centre de rééducation dans la région. « Je peux vous recommander un excellent établissement près de Beaune. Mais Gaël, comment vas-tu payer pour tout ça? La rééducation coûte cher. » Il baissa les yeux. « Je vais vendre ma voiture, peut-être emprunter. Je me débrouillerai. » Je le regardais, ce jeune homme qui sacrifiait tout pour son père alors que ses propres frères et sœurs l'avaient abandonné, et je pris une décision. « Gaël, je vais payer pour la rééducation de ton père. » Il écarquilla les yeux. « Quoi? Non, madame, je ne peux pas accepter. Après tout ce qu'on vous a fait. » Je levai la main pour l'interrompre. « Gaël, tu n'es pas responsable des actes de tes frères et sœurs, et ton père, malgré ses erreurs, ne mérite pas de souffrir seul. Laisse-moi faire ça, pour lui et pour toi. » Il me regarda, les larmes aux yeux, puis se jeta dans mes bras. « Merci, madame, merci infiniment. » Je lui tapotai le dos, ému moi aussi. Alexandre entra donc dans le centre de rééducation près de Beaune, et je payais tous les frais. Je le visitais 1 fois par semaine, et chaque fois, je voyais des progrès. Sa parole revenait lentement, sa mobilité s'améliorait.
Un jour, alors que nous étions assis dans le jardin du centre, Alexandre me dit « Martine, tu sais que je ne pourrai jamais te rembourser tout ce que tu fais pour moi. » Je souris. « Je ne te demande pas de me rembourser, Alexandre. Je fais ça parce que c'est la bonne chose à faire. » Il secoua la tête. « Non, tu fais ça parce que tu es une bien meilleure personne que moi, que mes enfants, que la plupart des gens que je connais. » Je haussai les épaules. Peut-être. Ou peut-être que j'ai juste appris que la rancune ne mène nulle part. Les mois passèrent, et Alexandre continua à progresser. Gaël, fidèle à lui-même, venait tous les jours. Un après-midi, alors que nous étions tous les trois réunis, Alexandre me prit la main et dit « Martine, il y a quelque chose que je veux te demander. Mais je comprendrai si tu refuses. » Je le regardais, intrigué. « Vas-y, Alexandre. » Il prit une grande inspiration. « Quand je sortirai d'ici, est-ce que je pourrais revenir au domaine? Pas comme ton mari, je comprends que c'est fini entre nous, mais juste pour vivre mes dernières années dans un endroit que j'ai aimé, avec des gens que j'ai aimés. Je ne te demanderai rien, je ne réclamerai rien, juste un toit. » Je fus surprise par sa demande. Une partie de moi voulait refuser, se protéger, éviter de rouvrir des blessures à peine cicatrisées. Mais l'autre partie, celle qui avait passé tant de temps seule, qui avait appris que la vie était trop courte pour nourrir la haine, hésitait. Je regardais Gaël, qui me fixait avec espoir. Puis je regardais Alexandre, cet homme brisé, qui ne demandait plus qu'un peu de paix. « D'accord, Alexandre, tu peux revenir, mais à une condition, tu ne me mens plus jamais. Plus de secrets, plus de non-dits. Si tu as un problème, tu m'en parles. Si tes enfants te contactent, tu me préviens. D'accord ?» Il hocha vigoureusement la tête, les larmes aux yeux. « D'accord, promis. » Gaël, ému, me serra dans ses bras. « Merci, Madame Fournier, vous êtes incroyable. » Quelques semaines plus tard, Alexandre revint au domaine Fournier. Je lui préparai une chambre au rez-de-chaussée pour qu'il n'ait pas à monter les escaliers. Lucienne et Anselme l'accueillirent avec chaleur, heureux de le revoir. Gaël venait le voir régulièrement, et petit à petit, une routine s'installa. Alexandre participait au repas, aidait autant que sa mobilité réduite le permettait, et nous parlions. Beaucoup. De nos erreurs, de nos regrets, mais aussi de nos espoirs. Un soir, alors que nous étions assis sur la terrasse, contemplant le coucher de soleil sur les vignes, Alexandre me dit « Tu sais, Martine, j'ai gâché tellement de choses dans ma vie. Mais si je devais tout recommencer, je changerais une seule chose, je t'aurais fait confiance dès le début. Je t'aurais cru, je t'aurais soutenu. Et peut-être qu'on aurait eu une chance. » Je posai ma main sur la sienne. « Peut-être, Alexandre. Ou peut-être qu'on avait juste besoin de passer par tout ça pour arriver ici. » Il sourit tristement. « Peut-être. » Les semaines se transformèrent en mois et Alexandre devint une présence apaisante au domaine. Il n'était plus mon mari, mais il n'était plus non plus un étranger. Il était devenu un ami, un compagnon. Quelqu'un avec qui je partageais une histoire compliquée, mais qui, finalement, méritait une seconde chance. Gaël venait tous les week-ends, et nous formions une étrange petite famille, unie par les épreuves plus que par le sang. Un jour, alors que je travaillais dans la cave avec Lucienne, Anselme vint me trouver avec une expression grave. « Madame Fournier, il y a quelqu'un qui demande à vous voir, c'est Oriane Delorme. » Mon sang se glaça. Oriane, après tout ce temps. Que veut-elle? Anselme secoua la tête. Elle n'a pas voulu me le dire. Elle insiste pour vous parler en personne. Je regardai Lucienne, qui me fit un signe d'encouragement. Très bien, faites-la entrer dans le salon. J'arrive. Lorsque j'entrai dans le salon, Oriane était debout, droite et rigide comme toujours, mais son visage portait les marques de la fatigue et du stress. Elle se retourna en m'entendant entrer, et pendant un instant, nos regards se croisèrent, chargés de toute l'histoire qui nous séparait. « Madame Fournier, merci de me recevoir. Je sais que je ne le mérite pas. » Je m'assis, croisant les bras. « Effectivement, qu'est-ce qui t'amène, Oriane ?» Elle prit une grande inspiration, visiblement mal à l'aise. « Je suis venue m'excuser, pour tout, pour ce que j'ai fait, ce que j'ai essayé de faire. J'ai été aveuglée par la cupidité, par l'ambition. Je pensais que vous nous aviez volé ce qui nous revenait, mais j'avais tort, complètement tort.
Je la regardais, cherchant des signes de manipulation, de stratégie. Mais tout ce que je voyais, c'était une femme brisée, épuisée. « Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis, Oriane ?» Elle s'assit, les épaules affaissées. « Mon père. Gaël m'a dit que vous l'aviez accueilli ici, que vous payiez pour sa rééducation, que vous preniez soin de lui. Après tout ce qu'on vous a fait. Je ne comprends pas. Comment pouvez-vous être aussi généreuse alors qu'on a essayé de vous détruire ?» Je souris tristement, parce que j'ai appris que la vengeance ne mène nulle part, Oriane, et parce que ton père, malgré ses erreurs, ne méritait pas d'être abandonné. Pas plus que toi, d'ailleurs. Elle leva les yeux vers moi, surprise. Quoi ? Je me penchai en avant. Oriane, tu as fait des choses terribles, mais je sais aussi que tu as grandi dans un environnement qui valorisait l'argent et le succès au-dessus de tout. Ton père t'a appris à être compétitive, à gagner à tout prix. Ce n'est pas une excuse, mais c'est une explication. Et si tu es vraiment prête à changer, à reconnaître tes erreurs, alors peut-être qu'il y a de l'espoir pour toi aussi. Elle éclata en sanglots, un son brut et déchirant qui me surprit. Je ne sais pas comment réparer tout ça, Madame Fournier. Je ne sais pas comment me pardonner. Je me levai et m'approchai d'elle, posant une main sur son épaule. Tu commences par demander pardon, et ensuite, tu prouves par tes actes que tu as changé. Ça prendra du temps, beaucoup de temps. Mais si tu es sincère, c'est possible. Oriane resta encore un moment, et nous parlâmes. Elle me raconta comment Félix était ruiné, comment Gaël l'avait confronté en lui reprochant son comportement, comment elle s'était sentie seule et perdue après la maladie de son père. J'ai compris trop tard que l'argent ne valait pas la peine de perdre ma famille, et maintenant, j'ai tout perdu. Je la regardais avec compassion. Tu n'as pas tout perdu, Oriane. Ton père est encore là. Gaël est encore là. Et moi, malgré tout, je suis prête à te donner une chance de te racheter. Mais à une condition. Tu traites ton père avec respect. Tu arrêtes de manipuler et tu deviens honnête. Avec lui, avec toi-même, avec tout le monde. Elle hocha la tête, essuyant ses larmes. Je vais essayer, je vous le promets. Les mois qui suivirent furent étranges, mais apaisants. Oriane commença à venir voir Alexandre régulièrement, et bien que les premières rencontres aient été tendues, petit à petit, ils reconstruisirent leur relation. Félix, lui, resta absent, trop orgueilleux pour reconnaître ses torts. Mais Gaël, Oriane, Alexandre et moi formâmes une famille improbable, unie par les épreuves et la rédemption. Le domaine Fournier continuait de produire ses vins exceptionnels, et moi, Martine Fournier, je continuais de veiller sur cette terre qui avait été mon refuge, mon combat, ma vie. Et alors que l'été approchait, apportant avec lui la promesse de nouvelles vendanges, je réalisais que j'avais enfin trouvé ce que je cherchais. Non pas le bonheur parfait, mais la paix de savoir que j'avais protégé ce qui comptait, que j'avais tenu bon face à l'adversité, et que j'avais choisi le pardon plutôt que la rancune. Parce qu'au final, c'est ça qui fait de nous des êtres humains dignes, la capacité de choisir, encore et encore, la lumière plutôt que l'obscurité. Mais cette histoire ne serait pas complète sans un dernier chapitre, celui qui raconte comment tout ce parcours m'a transformé, et ce que j'ai fini par comprendre sur moi-même, sur la famille, et sur ce que signifie vraiment posséder quelque chose. L'automne revint, peignant les vignes de teintes dorées et cuivrées, et avec lui arriva le temps des vendanges. C'était toujours mon moment préféré de l'année, celui où tout le travail, tous les soins apportés aux vignes se concrétisaient en grappes gorgées de promesses. Cette année-là, les vendanges avaient une saveur particulière. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais plus seule. Alexandre, malgré sa mobilité réduite, insistait pour être présent dans les vignes, supervisant autant qu'il le pouvait. Gaël avait pris quelques jours de congé pour venir nous aider, et même Oriane, à ma grande surprise, s'était présentée un matin avec des gants et une détermination nouvelle dans le regard. Lucienne me tira à part le premier jour des vendanges. « Madame Fournier, je dois avouer que je n'aurais jamais cru voir Oriane Delorme travailler dans nos vignes. Vous avez accompli quelque chose de remarquable. » Je haussai les épaules, observant Oriane qui coupait les grappes avec une concentration presque touchante. « Je n'ai rien accompli, Lucienne. Les gens changent quand ils sont prêts à changer.
J'ai juste ouvert une porte. C'est elle qui a choisi de la franchir. Lucienne sourit. Vous êtes trop modeste, madame. Mais je comprends. Vous avez toujours su voir le meilleur chez les gens, même quand ils ne le voient pas eux-mêmes. Les journées de vendange étaient longues et épuisantes, mais elles étaient aussi remplies de rires, de conversations et d'une chaleur humaine que je n'avais pas ressentie depuis des années. Le soir, nous nous réunissions tous autour de la grande table de la cuisine, partageant un repas simple mais copieux préparé par Lucienne. Alexandre racontait des histoires de sa jeunesse, Gaël posait des questions sur la vinification et Oriane, timidement au début, puis avec plus d'assurance, se joignait aux conversations. Un soir, alors que nous dégustions un vin de l'année précédente, Oriane leva son verre vers moi. À Martine Fournier, une femme qui m'a appris que le pardon n'est pas une faiblesse, mais une force. Je sentis ma gorge se serrer d'émotion et je levai mon verre à mon tour. Au pardon, à la famille et aux secondes chances. Mais tout n'était pas parfait. Félix continuait de nous causer des soucis. Un après-midi, alors que je travaillais dans mon bureau, Anselme vint me trouver avec une expression préoccupée. « Madame, j'ai entendu dire que Félix essaie toujours de vendre des parts du domaine à des investisseurs. Il leur dit que le domaine appartient à sa famille et qu'ils peuvent obtenir une participation. » Je sentis la colère monter. Comment ose-t-il? Il n'a aucun droit. Anselme hocha la tête. « Je sais, madame, mais il semble qu'il soit désespéré. Ses dettes se sont accumulées et il cherche n'importe quel moyen de gagner de l'argent. » Je réfléchis un instant, puis pris une décision. Contacter nos avocats. Je veux qu'ils envoient une mise en demeure à Félix, l'avertissant que toute tentative de fraude sera poursuivie pénalement, et informer les investisseurs qu'il a contactés que le domaine Fournier n'est en aucun cas à vendre et n'appartient qu'à moi. Anselme s'exécuta et quelques jours plus tard, Félix reçut la mise en demeure. Sa réaction ne se fit pas attendre. Il débarqua au domaine un matin, furieux, exigeant de me voir. J'acceptai de le recevoir, mais avec Anselme et Lucienne présents comme témoins. Félix entra dans le salon comme une tornade, le visage rouge de colère. « Comment osez-vous me menacer? Je suis le fils d'Alexandre. J'ai des droits ?» Je restai calme, le fixant droit dans les yeux. « Tu n'as aucun droit ici, Félix. Ce domaine est à moi, enregistré légalement avant mon mariage avec ton père. Tes tentatives d'escroquerie ne font que te placer en position délicate. Je te suggère d'arrêter immédiatement, ou les conséquences seront sévères. » Félix me regarda avec haine. « Vous avez tout détruit. Ma famille, mes espoirs, tout. Et pourquoi? Pour un stupide vignoble ?» Je me levai, ma voix se durcissant. « Non, Félix, c'est toi et Oriane qui avez tout détruit en essayant de voler ce qui ne vous appartenait pas. J'ai simplement protégé ce qui était mien. Maintenant, sors d'ici avant que j'appelle la police. » Il voulut répliquer, mais Anselme s'interposa. « Monsieur Delorme, je pense qu'il est temps de partir. » Félix nous lança un dernier regard venimeux, puis quitta la pièce en claquant la porte. Je me rassis, tremblante de colère et d'adrénaline. Lucienne posa une main apaisante sur mon épaule. « Vous avez fait ce qu'il fallait, madame. Ne laissez pas cet homme vous ébranler. » Après cet incident, je décidai de prendre des mesures supplémentaires pour protéger le domaine. Je convoquai mes avocats et rédigeai un testament détaillé, spécifiant que le domaine Fournier reviendrait, à ma mort, à Gaël, à condition qu'il continue de le gérer avec respect et intégrité. J'excluais explicitement Oriane et Félix de toute succession, mais je laissais une clause. Si Oriane prouvait au cours des 10 prochaines années qu'elle avait changé et qu'elle méritait une seconde chance, elle pourrait alors recevoir une part minoritaire. Pour Félix, il n'y avait rien. Son comportement avait définitivement fermé toute porte. Lorsque je révélai ce testament à Gaël, il fut bouleversé. « Madame Fournier, je ne sais pas quoi dire. C'est trop. Je ne mérite pas. » Je l'interrompis doucement. « Gaël, tu mérites tout ça et plus encore. Tu as été loyal, honnête, présent quand personne d'autre ne l'était. Ce domaine a besoin de quelqu'un comme toi pour continuer à prospérer. Et je sais que tu en prendras soin comme je l'ai fait. » Il me serra dans ses bras, les larmes aux yeux. « Merci, madame. Je vous promets que je ne vous décevrai jamais. » Les années suivantes furent paisibles.
Le domaine Fournier continua de produire des vins exceptionnels, sa réputation grandissant au-delà des frontières de la France. Alexandre, bien qu'affaibli, trouvait du bonheur dans les petites choses. Les promenades dans les vignes, les soirées passées à jouer aux échecs avec Gaël, les conversations tranquilles avec moi sur la terrasse. Un soir, alors que nous contemplions les étoiles, il me dit « Martine, je voulais te dire merci, pour tout, pour m'avoir pardonné, pour m'avoir accueilli, pour m'avoir montré ce que signifie vraiment être une personne de bien. » Je pris sa main dans la mienne. « Alexandre, tu n'as pas besoin de me remercier. On a tous fait des erreurs. L'important, c'est d'apprendre et de devenir meilleur. » Il sourit. « Tu es une femme remarquable, Martine Fournier, et j'ai été un imbécile de ne pas m'en rendre compte plus tôt. » Oriane, de son côté, continuait de venir régulièrement. Elle avait repris sa carrière d'avocate, mais avec une approche différente. Elle défendait maintenant des causes sociales, aidait des personnes vulnérables. Un jour, elle me dit « Madame Fournier, j'ai compris quelque chose. Pendant des années, j'ai cherché la réussite dans l'argent et le pouvoir. Mais la vraie réussite, c'est de pouvoir se regarder dans le miroir et être fier de ce qu'on voit. Et ça, je ne l'avais pas avant. Maintenant, je commence à y arriver. » Je lui souris. « Je suis fière de toi, Oriane. Tu as fait un long chemin. » Elle rougit légèrement. « C'est grâce à vous. Vous m'avez montré qu'il n'est jamais trop tard pour changer. » Félix, en revanche, disparut de nos vies. Nous apprenions de temps en temps qu'il avait essayé une nouvelle arnaque, qu'il était endetté jusqu'au cou, mais il ne revenait jamais vers nous. Alexandre en souffrait évidemment, mais il avait appris à accepter que certaines personnes ne changeaient jamais. Un soir, il me confia. « Je me demande parfois où j'ai échoué avec Félix. Pourquoi est-il devenu ainsi alors que Gaël et même Oriane ont trouvé leur chemin ?» Je réfléchis un instant avant de répondre. « Alexandre, on ne peut pas sauver tout le monde. Parfois, les gens font des choix qui les mènent sur des chemins dont ils ne peuvent plus revenir. Ce n'est pas ta faute. Tu as fait ce que tu pouvais. » Il hocha tristement la tête. « J'espère que tu as raison. » Un matin d'avril, alors que les bourgeons commençaient à éclore sur les vignes, Alexandre ne se réveilla pas. Il était parti paisiblement dans son sommeil, sans douleur, entouré par les gens qu'il aimait et qui l'aimaient. Sa mort me toucha profondément, plus que je ne l'aurais cru. Malgré tout ce qui s'était passé entre nous, Alexandre était devenu une présence familière, réconfortante. Les funérailles furent simples, mais dignes. Gaël et Oriane étaient des présents, ainsi que Lucienne, Anselme et tous les employés du domaine. Même quelques amis d'Alexandre, ceux qui ne l'avaient pas abandonné, vinrent lui rendre hommage. Félix ne se présenta pas. Personne ne fut surpris. Après les funérailles, Gaël vint me voir. « Madame Fournier, je voulais vous dire. Papa vous aimait, vraiment. Il me l'a dit juste avant de mourir. Il a dit que vous étiez la meilleure chose qui lui soit arrivée, même s'il avait tout gâché. » Je sentis les larmes monter. « Merci de me dire ça, Gaël. Ça signifie beaucoup pour moi. » Il me serra dans ses bras et nous pleurâmes ensemble. Deux personnes unies par le souvenir d'un homme imparfait mais aimant. Les mois suivants furent étranges. Le domaine semblait plus vide sans Alexandre, même si sa présence avait été discrète. Mais la vie continuait, comme toujours. Les vignes bourgeonnaient, les fleurs s'épanouissaient, et un nouveau cycle commençait. Gaël passa de plus en plus de temps au domaine, apprenant tous les aspects de la gestion viticole. Je voyais en lui un successeur digne, quelqu'un qui comprenait que le vin n'était pas seulement un produit, mais le fruit de générations de travail et de passion. Un soir, alors que nous dégustions une nouvelle cuvée dans la cave, Gaël me demanda « Madame Fournier, comment avez-vous fait pour tenir bon face à tout ça? Face à mes frères et sœurs, face aux trahisons, face à tout ?» Je réfléchis longuement avant de répondre. « Gaël, j'ai tenu bon parce que j'avais quelque chose à protéger. Ce domaine n'est pas juste un vignoble pour moi. C'est l'héritage de mon père, de mon grand-père, de toutes les générations qui ont travaillé cette terre. C'est ma fierté, mon identité. Et je refuse de laisser quiconque me l'enlever. Mais j'ai aussi appris que protéger ne signifie pas haïr. On peut défendre ce qui nous appartient sans pour autant devenir amer ou vengeur.
Il hocha lentement la tête. C'est une leçon difficile. Je souris. Les meilleures leçons le sont toujours. Avec le temps, Oriane devint une alliée précieuse. Elle utilisait ses compétences juridiques pour aider le domaine dans ses négociations commerciales, et elle le faisait avec intégrité et dévouement. Un jour, elle me dit « Madame Fournier, je sais que je ne mérite peut-être pas d'être incluse dans votre testament, mais je veux que vous sachiez que je travaille chaque jour pour être digne de cette seconde chance que vous m'avez donnée. » Je posai ma main sur la sienne. « Oriane, le fait que tu en sois consciente et que tu travailles pour ça, c'est déjà une preuve que tu as changé. Continue ainsi, et qui sait, peut-être qu'un jour, tu auras effectivement ta place ici. » Les années passèrent doucement, chacune apportant son lot de défis et de joie. Le domaine Fournier continua de prospérer sous ma gestion, et avec l'aide de Gaël, nous lancions même de nouvelles cuvées qui furent acclamées par la critique. Je voyais mon héritage se perpétuer, non pas à travers mes propres enfants que je n'avais jamais eus, mais à travers Gaël, ce jeune homme qui était devenu comme un fils pour moi. Un matin de septembre, alors que je me promenais seul dans les vignes, je m'arrêtai pour contempler l'étendue de la propriété. Les rangs de vignes s'étendaient à perte de vue, ondulant sous la brise légère. C'était beau, paisible, parfait. Je pensais à tout ce que j'avais vécu, à toutes les batailles que j'avais menées, à toutes les décisions difficiles que j'avais prises. Et je réalisais quelque chose. Je n'avais aucun regret. Chaque choix, aussi douloureux soit-il, m'avait amené ici, dans ce moment de paix absolue. J'avais protégé ce qui était mien, j'avais pardonné à ceux qui le méritaient, et j'avais coupé les liens avec ceux qui m'auraient détruite. Et maintenant, à 70 ans passés, je pouvais enfin dire que j'étais heureuse. Ce soir-là, je réunis Lucienne, Anselme, Gaël et Oriane autour de la grande table. Je leur servis notre meilleur vin, celui que nous réservions pour les occasions exceptionnelles. Je voulais vous remercier tous pour votre loyauté, votre soutien, votre présence. Vous êtes ma véritable famille. Et je veux que vous sachiez que ce domaine, c'est aussi le vôtre. Vous en faites partie intégrante, et sans vous, rien de tout cela n'aurait été possible. Lucienne essuya une larme. « Madame Fournier, c'est un honneur de travailler à vos côtés. » Anselme acquiesça. « Vous nous avez toujours traités avec respect et dignité. C'est nous qui vous remercions. » Gaël leva son verre. « À Martine Fournier, une femme extraordinaire. » Oriane ajouta, la voix tremblante, « à la femme qui m'a sauvée de moi-même. » Nous trinquâmes ensemble, et dans ce moment simple mais profond, je sus que j'avais réussi. Non pas parce que j'avais accumulé des richesses ou des honneurs, mais parce que j'avais créé quelque chose de durable, quelque chose qui me survivrait. Les années continuèrent de défiler, et avec elles vint l'âge. Mes cheveux devinrent complètement blancs, mes mains se couvrirent de taches de vieillesse, et mes pas devinrent plus lents. Mais mon esprit restait vif, et mon amour pour ce domaine ne faiblit jamais. Gaël prit progressivement la relève, gérant les aspects quotidiens de la vinification et des ventes, tandis que je me contentais de superviser et de conseiller. Oriane continua de venir régulièrement, apportant avec elle ses 2 enfants, un garçon et une fille, qui couraient dans les vignes comme j'avais couru moi-même autrefois. Voir ces enfants rire et jouer dans ce lieu que j'avais tant protégé me remplissait d'une joie indescriptible. Un jour, alors que j'étais assise sur la terrasse, observant le coucher de soleil peindre les vignes d'or et de pourpre, Gaël vint s'asseoir à côté de moi. « Madame Fournier, je voulais vous poser une question. Pensez-vous que le combat en valait la peine ? Tout ce que vous avez enduré, toutes les batailles, les trahisons. Est-ce que ça valait le coup ?» Je tournai mon regard vers lui et je vis dans ses yeux une vraie curiosité, pas de jugement. Je réfléchis longuement avant de répondre. « Gaël, chaque bataille a un coût. J'ai perdu des années de bonheur, j'ai perdu la confiance en certaines personnes, j'ai même perdu l'homme que j'aimais, dans un sens. Mais en retour, j'ai gagné ma liberté, ma dignité, et surtout, j'ai gagné la certitude que je suis capable de me défendre. Alors oui, je pense que ça valait la peine. Parce qu'aujourd'hui, je peux regarder en arrière et dire que j'ai vécu selon mes propres termes. Personne ne m'a volé ma vie. Personne ne m'a dicté mes choix. Et ça,
C'est inestimable. Gaël hocha lentement la tête, absorbant mes paroles. Puis il me prit la main. Vous êtes une source d'inspiration, madame. Pour moi, pour Oriane, pour tous ceux qui vous connaissent. Et je vous promets que je ferai honneur à cet héritage que vous me confiez. Je serrai sa main en retour. Je n'en ai jamais douté, Gaël. Jamais. Aujourd'hui, alors que j'approche de mes 80 ans, je passe mes journées entourée de ceux que j'aime. Le domaine Fournier continue de prospérer et son nom est respecté dans toute la région et au-delà. Gaël est devenu un vigneron accompli et Oriane a enfin trouvé sa place dans le monde, non plus comme une femme avide de pouvoir, mais comme une mère aimante et une professionnelle intègre. Félix, lui, est toujours absent. J'ai appris par hasard qu'il vivait dans le sud, tentant encore et toujours de monter des arnaques qui échouaient lamentablement. Je ne ressens plus de colère envers lui, seulement de la tristesse pour la vie gâchée qu'il a choisie. Quand je regarde en arrière, je vois un parcours semé d'embûches, de trahisons, mais aussi de triomphes et de rédemption. J'ai appris que le vrai courage ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à se relever à chaque fois. J'ai appris que le pardon n'est pas une faiblesse, mais une force qui libère autant celui qui pardonne que celui qui est pardonné. Et surtout, j'ai appris que posséder quelque chose ne signifie pas seulement en détenir les papiers ou les titres de propriété. Posséder quelque chose, c'est le protéger, le nourrir, le faire prospérer. C'est y investir son cœur, son âme, sa vie. Ce domaine, ces vignes, ce vin que nous produisons avec tant de soin, c'est bien plus qu'un simple héritage matériel. C'est le témoignage de générations de travail, de passion, de dévouement. C'est la preuve qu'avec de la détermination et de l'intégrité, on peut surmonter n'importe quelle adversité. Et c'est le cadeau que je laisse à Gaël, à Oriane si elle continue sur sa voie de rédemption, et à tous ceux qui viendront après moi. Chaque soir, quand je m'endors dans ma chambre qui surplombe les vignes, je sais que j'ai vécu une vie pleine de sens. J'ai fait des erreurs, j'ai pris des décisions difficiles, j'ai parfois été dur. Mais j'ai toujours agi selon mes valeurs, et je n'ai jamais trahi qui j'étais. Et au final, c'est tout ce qui compte vraiment. Alors, à tous ceux qui m'écoutent, à toutes ces femmes et ces hommes qui luttent pour protéger ce qui leur appartient, qui font face à des trahisons et des injustices, je veux dire ceci: ne renoncez jamais. Défendez ce qui est le vôtre, mais faites-le avec dignité et intégrité. N'ayez pas peur de pardonner à ceux qui le méritent, mais n'ayez pas peur non plus de fermer la porte à ceux qui vous détruiraient. Et surtout, rappelez-vous que le plus grand héritage que vous puissiez laisser n'est pas matériel. C'est l'exemple de votre vie, la manière dont vous avez affronté les tempêtes, la façon dont vous avez traité les autres et l'amour que vous avez mis dans tout ce que vous avez fait. Voilà mon histoire. L'histoire de Martine Fournier, une femme qui a appris à ses dépens que la vie ne fait pas de cadeaux, mais qui a aussi découvert que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière à trouver. Une lumière qui brille dans chaque grappe de raisin, dans chaque bouteille de vin, dans chaque coucher de soleil sur les vignes de Bourgogne. Et cette lumière, personne ne pourra jamais me la prendre. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place ? Auriez-vous eu le courage de garder le silence, de protéger ce qui était vôtre contre ceux qui prétendaient vous aimer tout en convoitant ce que vous possédiez ? Je pose cette question non pas pour juger, mais parce que je sais que beaucoup d'entre vous, en m'écoutant aujourd'hui, ont peut-être vécu des situations similaires, des trahisons qui portent le masque de la famille, des moments où il a fallu choisir entre la confiance aveugle et la protection de soi-même. Cette histoire que je viens de vous raconter n'est pas simplement la mienne. C'est celle de toutes les femmes et de tous les hommes qui ont dû apprendre, parfois à leurs dépens, que la dignité ne se négocie pas, que ce que nous avons construit avec nos propres mains mérite d'être défendu, même si cela signifie affronter ceux que nous aimons. Chaque ride sur mon visage porte le poids d'une décision difficile. Chaque cheveu blanc témoigne d'une nuit où j'ai dû choisir entre le confort du silence et le courage de la vérité. Et aujourd'hui, en regardant en arrière, je ne regrette rien, car j'ai appris que vivre selon ses propres termes vaut tous les combats du monde. Mais votre avis compte énormément pour moi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez ressenti en écoutant mon récit. Auriez-vous agi comme moi ou auriez-vous choisi un autre chemin ?
Y a-t-il des moments dans votre propre vie où vous avez dû protéger ce qui était vôtre contre des personnes en qui vous aviez confiance? Partagez votre histoire, même brièvement, car chaque témoignage est précieux et peut inspirer quelqu'un d'autre qui traverse une situation similaire en ce moment même. J'aimerais également savoir d'où vous m'écoutez. Êtes-vous en France, en Algérie, au Maroc, en Belgique ou ailleurs dans le monde francophone? Chaque lieu porte ses propres traditions, ses propres défis, et j'aimerais sentir cette connexion avec vous, savoir que mes mots voyagent au-delà des vignobles de Bourgogne pour toucher des cœurs partout où l'on parle notre langue. Laissez-moi un petit mot pour me dire d'où vous venez. Cela me touche profondément de savoir que mon histoire résonne avec des personnes de culture et d'horizons différents. Si ce récit vous a ému, si vous avez senti quelque chose remuer en vous en m'écoutant, je vous invite à laisser un petit pouce levé sur cette vidéo. Ce geste simple m'aide à comprendre que mes mots trouvent un écho, qu'ils ne se perdent pas dans le vide, mais touchent réellement des âmes qui, comme moi, ont connu les joies et les peines d'une vie bien remplie. Chaque like est pour moi un signe que nous partageons quelque chose de profond, une compréhension mutuelle qui transcende les écrans et les distances. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne. Ici, vous trouverez d'autres histoires comme la mienne, des récits de femmes et d'hommes qui ont fait face à l'adversité avec courage, qui ont choisi la dignité plutôt que la facilité, qui ont défendu leurs valeurs même quand tout le monde leur disait de céder. Ces histoires ne sont pas des contes de fées, elles ne promettent pas de fin parfaite, mais elles offrent quelque chose de bien plus précieux, l'espoir que nous pouvons tous, peu importe notre âge, écrire notre propre destin et protéger ce qui compte vraiment. À notre âge, nous avons accumulé tant d'expériences, tant de sagesse. Nous avons vu des amis partir, des familles se déchirer, des fortunes se construire et se perdre. Nous savons que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais une succession de choix qui définissent qui nous sommes. Et c'est précisément cette richesse d'expérience qui fait de vos commentaires une source inépuisable d'inspiration pour moi et pour tous ceux qui nous écoutent. Alors n'hésitez pas à partager, même si votre histoire est difficile, même si elle vous fait encore mal. C'est dans la vulnérabilité que nous trouvons notre force collective. Parfois, je me dis que si j'avais su dès le départ ce que je sais aujourd'hui, j'aurais peut-être agi différemment. Mais la vérité, c'est que chaque erreur, chaque trahison, chaque moment de doute m'a façonné pour devenir la femme que je suis. Et vous, qu'avez-vous appris de vos propres épreuves? Qu'est-ce que la vie vous a enseigné sur la confiance, sur la famille, sur la protection de ce qui vous appartient? Ces questions méritent qu'on s'y attarde, qu'on y réfléchisse ensemble, car c'est en partageant nos histoires que nous créons une communauté de soutien et de compréhension mutuelle. Je sais que certains d'entre vous regardent ces vidéos seuls, peut-être tard le soir, quand la maison est silencieuse et que les souvenirs remontent à la surface. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Chaque commentaire que vous laissez crée un lien invisible entre nous. Une toile de solidarité tissée de mots et d'expériences partagées. Votre voix compte, votre histoire compte, et je lis chaque commentaire avec attention et respect, car je sais que derrière chaque mot se cache une vie riche et complexe. Avant de nous quitter, je veux vous remercier du fond du cœur d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'au bout. Dans un monde où tout va trop vite, où l'on zappe d'une chose à l'autre sans vraiment s'arrêter, le fait que vous soyez resté avec moi pendant toute cette histoire signifie énormément. Cela me dit que nous partageons quelque chose de fondamental, le respect du temps, de la réflexion et de la profondeur des sentiments humains. Vous avez accordé de votre temps précieux à mon récit, et pour cela, je vous en suis infiniment reconnaissante. Alors voilà, je vous laisse avec cette question qui me hante encore parfois. Avons-nous le droit de protéger ce qui est nôtre, même si cela signifie blesser ceux que nous aimons? Ou devons-nous toujours privilégier la famille, quitte à tout perdre? Il n'y a pas de réponse unique, je le sais. Chaque situation est différente, chaque cœur porte ses propres cicatrices. Mais j'aimerais connaître votre point de vue, parce qu'au final, c'est dans cet échange que nous grandissons tous ensemble. Prenez soin de vous, où que vous soyez, et rappelez-vous que tant qu'il nous reste un souffle, il n'est jamais trop tard pour défendre ce qui compte vraiment. À très bientôt
Et merci encore d'être là, de votre côté de l'écran, à partager ce moment avec moi. N'oubliez pas de commenter, de liker, de vous abonner et surtout, de continuer à vivre avec cette dignité et cette force qui font de vous des personnes extraordinaires. Au revoir mes amis.